quelques objectifs, puisque pour la première fois depuis 15 ans, je ne vous annonce pas un nouveau régime applicable aux personnes physiques au début de l'année. La flat tax est maintenue, la mutation de l'impôt sur la fortune en IFI est maintenue, et cette pérennité, cette non-instabilité législative, elle se met au service du développement de l'actionnariat individuel. Alors, dans le temps qui nous est imparti ce matin, on se limitera à ce qui marche bien en matière d'actionnariat individuel. Ce n'est pas l'actionnariat direct des personnes physiques, c'est l'actionnariat salarié, ce sont les nouveaux dispositifs d'épargne salariale. Je ne reviendrai pas sur les nouveaux dispositifs d'épargne retraite qui auront vocation à augmenter le fléchage de l'épargne qui aujourd'hui est en assurance vie vers l'appareil productif et vers les capitaux propres des entreprises. Donc, pour commencer, des mesures de clarification et de simplification, elles sont bienvenues. On sait maintenant, à l'action près, lorsqu'un conseil d'administration se prononce, calculer le seuil de 10% du capital social qui peut être attribué sous forme d'action gratuite. Alors, pourquoi action gratuite et investissement ? Parce que quand on regarde finalement l'état de l'actionnariat individuel, on sait dire à peu près qu'il y a 6 à 8% de la population investie en actions. Et évidemment, c'est très peu, c'est de moins en moins, puisque pendant des années, la fiscalité a été instable et la fiscalité a pu être négative. Donc l'objectif qui est donné dans la loi Pacte et qui est conforté dans la loi de finances en ne modifiant pas les dispositifs fiscaux applicables, c'est d'arriver à l'échelle de 2030 à avoir 10% des entreprises, 10% du capital social détenu par ses salariés. Sans rentrer dans une longue statistique, on se dira que sauf les deux trois champions de l'actionnariat salarié qui sont bien au-delà, un groupe qui est fortement représenté a 3 à 4% de son capital détenu par ses salariés. Alors, quels sont les dispositifs qui sont aujourd'hui présentés dans la loi de finances et dans la loi Pacte ? Essentiellement, en plus de l'actionnariat salarié, c'est l'épargne salariale, vous le savez, celle qui est constituée de la participation, de l'intéressement et des versements volontaires des salariés. Dès lors que les sommes sont investies dans le plan d'épargne entreprise, le forfait social, donc les 20% qui sont prélevés sur l'épargne des salariés, et on ne peut évidemment que regretter qu'il y ait un forfait social, eh bien ce forfait social est divisé par 2 lorsque les salariés décident d'investir dans des fonds d'actionnariat salarié. Et donc pour que le propos soit bien clair et bien compris, ça ne veut pas dire investir dans les actions de l'entreprise dans laquelle se trouve le PE, mais ça veut dire par l'intermédiaire du PE, investir dans des fonds d'actionnariat salarié, donc diversifier son risque et investir dans d'autres entreprises. On a une création assez intéressante qui est celle de l'abondement unilatéral de l'employeur sur les fonds d'actionnariat salarié logés dans un PE, en plus de la baisse de ce forfait social. On peut envisager chaque année d'investir à la place du salarié. Normalement, l'abondement suppose une épargne particulière du salarié. On va pouvoir, pour dynamiser les plans collectifs et proposer à l'ensemble des salariés d'une entreprise d'investir dans l'entreprise, investir pour eux 1 000 à 1 600 euros selon ce qui sera discuté par an et par salarié. C'est évidemment une façon d'amorcer l'épargne des salariés. Et on voit bien que même si ça s'appelle encore épargne salariale, c'est évidemment cohérent avec la volonté de développer l'épargne retraite individuelle dans les années qui viennent. Cette épargne retraite, je n'en dirai qu'un mot aujourd'hui. Le maître mot va être la transférabilité entre produits. Et comme je sais à qui je m'adresse, je vais d'ores et déjà vous indiquer
que cette transférabilité, elle est souhaitée, mais elle n'est pas accompagnée d'exonération fiscale entre les produits. Quand on sort d'un plan de retraite existant par rapport, par exemple, à un PERP pour aller vers un plan d'épargne retraite individuel nouveau, eh bien, la fiscalité de sortie de retrait des fonds, si on en a une, continuera à s'appliquer. On n'est pas dans un système où la transférabilité se fait sans coût fiscal. Donc retenez simplement que c'est vrai pour l'épargne retraite individuelle, c'est encore plus vrai pour les anciens articles 83, qui vont devenir des plans d'épargne retraite catégoriels, et ça concerne tout particulièrement les quelques articles 39 qui étaient encore en circulation. Le régime est fixé non pas dans la loi de finances, mais par deux ordonnances. L'article 39 est gouverné par une ordonnance du 4 juillet de cette année. Pour ce qui est de l'épargne retraite complémentaire, ce sont des ordonnances de novembre et des décrets qui ont été pris en application de ces ordonnances. Donc, le point à retenir ce matin est assez simple. Les mécanismes qui existaient ont vocation à s'arrêter dans le courant de l'année 2020, et chaque entreprise doit se positionner sur le fait de transférer ou non les avoirs collectés jusqu'à présent, et bien entendu s'assurer que la collecte des nouveaux avoirs bénéficiera des exonérations fiscales qui, dans l'ensemble, sont maintenues. Ne sont pas augmentées, mais sont maintenues. Une autre introduction très importante pour l'épargne retraite, c'est que tout ce qui est versement volontaire pourra, au choix individuel de l'épargnant, sortir en capital pour une fraction ou en rente. Autrefois, jusqu'à l'année dernière, l'investissement en PERP se traduisait par le versement d'une rente. On pourra, en investissant dans le PER-IN, débloquer au moment de la retraite une fraction des avoirs sous forme de capital. Donc transférabilité, une dose de sortie en capital dans cette épargne retraite et d'une façon générale un encouragement à avoir, alors ça ne concerne pas les épargnants mais ceux qui gèrent l'épargne, un encouragement à avoir une gestion pilotée, une gestion plus dynamique qui fait que cette épargne retraite ira là encore au capital social des entreprises et à l'économie productive. Alors, à quelques jours, je me lance, à quelques jours d'un Brexit que je vous annonce pour la 8e fois, on peut se poser la question de savoir si la stabilité fiscale en matière d'impôt sur le capital est un gage d'attractivité. Vous vous souvenez qu'en 2018, nous étions, toutes catégories confondues, les champions du monde. Eh bien, ce que la Commission européenne rappelle en matière de fiscalité du patrimoine, c'est qu'avant les réformes de la flat tax et la mutation de l'ISF en IFI, nous étions 2,3 points de PIB par an au-dessus de la moyenne européenne des prélèvements obligatoires. Alors chez TAJ, on est toujours un peu plus direct, et donc on collecte en France sur le capital une 50aine de milliards par an de plus que nos principaux partenaires économiques. Et donc, on peut économiquement et légitimement se demander si les premières réformes qui sont maintenues et qui ont été mises en œuvre à compter du 1er janvier 2018 seront suffisantes, si le fait, peut-être, en 2020, d'être cette fois-ci champion d'Europe de la fiscalité sur le capital n'est pas néanmoins de nature à freiner les envies de certains Brexiteurs de nous rejoindre. Et d'où évidemment la législation spéciale, sur laquelle je ne reviens pas ce matin, mais qui est très importante, de l'impatriation en France, qui permet d'exonérer la moitié des revenus financiers investis hors de France pour
les contribuables qui feraient le choix de venir payer leurs impôts en France. Le Parlement s'est beaucoup interrogé sur le sort et l'effet économique des mesures qui ont été prises. Ce que je rappellerai très brièvement ici, c'est que à l'issue des 346 pages d'analyse de la commission spéciale qui s'est penchée sur la question, il a été convenu par les principaux acteurs économiques qui la composent de reporter la question à l'année, aux 2 ans et aux 3 ans qui viennent. Il y a un point évidemment qu'il faut retenir, c'est que cette stabilité fiscale dont je vous reparle longuement ce matin, elle suppose qu'à un moment, on puisse voir dans l'économie les effets positifs pour l'emploi, la croissance et le développement des entreprises. Un point qui est forcément un peu empirique et un peu anecdotique, en termes de statistiques, on a eu dans le courant de l'année écoulée le chiffre des départs au cours de la décennie précédente. Donc c'est pas très rapide comme élément statistique et on espère que ça s'améliorera dans les mois à venir. Mais on avait bien aux alentours, notamment du choc fiscal de 2012, et ça se matérialise dès la création de l'exit tax en 2011, un flux croissant de contribuables quittant le territoire, pas seulement des contribuables assujettis à l'ISF, puisqu'on voit par exemple dans les travaux parlementaires qu'en 2013 ou en 2015, on n'est pas très loin de 47 000 à 50 000 foyers qui quittent le territoire, une toute petite partie statistiquement, et des contribuables contribuant à l'époque à l'impôt sur la fortune immobilière qui partent pour à peu près 5 000 par an. Les travaux parlementaires font état d'une réduction forte du départ en 2017 et 2018, qui n'est pas vraiment chiffrée d'un point de vue statistique, mais qui serait inférieure à 1000 départs. Bon, ce qu'on peut constater simplement, c'est que les retours massifs ne sont pas encore arrivés, et il y a peut-être un effet évidemment lié au report du Brexit. Rendez-vous l'année prochaine pour voir si, grâce à ces dispositifs, la France est devenue un Eldorado fiscal pour les cadres internationaux européens. Et qui dit tempérance fiscale, dit contrôle, dit transparence, dit vérification. L'article 13 du projet de loi de finances pour 2020 modifie le droit français. Donc on va éviter tout faux suspense. Le Conseil constitutionnel s'est prononcé à la fin du mois de décembre et a confirmé que l'ensemble de ce dispositif était conforme à l'ensemble des principes constitutionnels. Donc la loi s'applique et donc la loi modifie la domiciliation fiscale de certains dirigeants. Alors dans l'ordre, quelles sont les entreprises concernées ? Les entreprises qui ont leur siège en France, et là encore, je sais à quel auditoire je parle, j'ai bien dit siège, je n'ai pas dit siège social. Donc les entreprises qui ont leur siège en France et qui ont un chiffre d'affaires de 250 millions d'euros. Un seuil assez bas, on va le revoir en détail juste après. Donc, il n'y a pas de lien à faire entre le droit applicable, par exemple le droit français ou un autre droit européen. Cette mesure s'applique à toutes les sociétés qui ont leur siège en France et qui ont plus de 250 millions d'euros de chiffre d'affaires. Ensuite, quels dirigeants ? Eh bien, la règle, c'est que de manière incontestable, les mandataires sociaux, les dirigeants sociaux, donc dans une société anonyme à conseil d'administration, le président du conseil d'administration, le président directeur général, si on est
s'il y a un agrégat des deux fonctions, ou les directeurs généraux, si la fonction est séparée, sont concernés dans une structure duale. C'est les membres du directoire d'un côté qui sont concernés par cette mesure. Quand est-ce que ça entre en vigueur? En 2 temps. Pour l'impôt sur le revenu, c'est déjà entré en vigueur. C'est déjà entré en vigueur au 1er janvier 2019. Et donc, les mandataires sociaux d'une société concernée étaient résidents fiscaux de France depuis le 1er janvier 2019. S'agissant des impôts importants que sont l'impôt sur le capital, donc l'IFI, les donations et les successions, il a été prévu que ce texte entrait en vigueur au 1er janvier 2020. Un résident fiscal britannique, restons sur le Brexit, un résident fiscal britannique qui serait dirigeant social d'une société en France, ayant son siège en France et réalisant plus de 250 millions d'euros de chiffre d'affaires, qui vient de faire une donation cette semaine à son trust, est concerné par la mesure. Donc on voit bien 2 choses indiscutables. Le droit français est précis. Le droit français est constitutionnel. Et donc pourquoi plus de transparence? Eh bien parce que le Conseil constitutionnel et la loi avant, au cours des débats parlementaires, a expressément prévu que chacun de ses dirigeants pourra rapporter la preuve contraire, autrement dit, pourra démontrer l'application d'un droit interne étranger le considérant comme résident d'un État étranger et, le cas échéant, l'application des conventions fiscales. Comme nous n'allons pas rester 1 heure de plus ensemble, je vous dirai simplement que, s'agissant de l'impôt sur le revenu, les conventions ont pour but d'éviter la double imposition et prévoient la question du conflit de résidence fiscale. Dans la Convention modèle OCDE, c'est l'article 4, et donne des solutions, pas toujours très applicables, mais en tout cas elles existent en droit, donne des solutions pour se prémunir contre un conflit de résidence fiscale. L'application de ces conventions d'impôt sur le revenu, si elle est majoritairement acceptée par les fiscalistes, devra néanmoins être confirmée en matière de droit de succession, d'IFI et de donation. Et d'une façon générale, on peut retenir que nous avons, là où l'ensemble des États sont couverts par les conventions de double imposition sur l'impôt sur le revenu, nous n'en avons plus que 20% couverts pour éviter les doubles impositions sur les donations et les successions. Voilà. Donc que faire? Il y a deux points très importants. Le dirigeant lui-même doit avoir un avis. Est-ce que ça crée un changement? Est-ce que ce texte de droit interne français change sa situation? Les conventions fiscales peuvent permettre de répondre non. En revanche, pour le mois de janvier et pour les rémunérations de ses dirigeants, vous le savez pertinemment, depuis l'entrée en vigueur du prélèvement à la source, la question de l'impôt sur le revenu est une question corporate. Les entreprises ont l'obligation de retenir à la source soit le taux communiqué par l'administration fiscale, soit le taux neutre applicable, à défaut de communication d'un tel taux, sur les rémunérations perçues par un résident de France. Il y a donc urgence, quand ça n'a pas déjà été fait, à vérifier au cas par cas la situation de dirigeants qui ne se présenteraient pas comme résidents fiscaux de France.
Et dans l'immense majorité, les dirigeants d'entreprises ayant leur siège en France sont résidents de France. Dernier point pour 2019, ce sera un petit peu plus compliqué, puisqu'un certain nombre de ces dirigeants ont pu être imposés en qualité de non-résidents sur leurs revenus de source française. Il y a là aussi une retenue à la source, et en général, les groupes de cette taille-là connaissent bien ces obligations et les remplissent, et donc nous aurons à faire face à des situations dans lesquelles un impôt a été prélevé en qualité de non-résident, alors que maintenant la loi précise que la personne pour laquelle l'impôt a été prélevé est devenue résident, si c'est bien le cas. Voilà, donc un peu de complexité, de la transparence et de la stabilité.